Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreuses institutions scolaires, judiciaires et autres sont paralysées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par une grève. Les griefs évoqués par les grévistes remettent sur la sellette la sempiternelle question dite anglophone. Après les violences qui ont émaillé les revendications, le gouvernement de la République du Cameroun a pris une série de mesures pour répondre aux préoccupations formulées par les différents corps de métier à l'origine de ces grèves. Pourtant, on n'a pas le sentiment que la situation est revenue à la normale. Ces mesures sont-elles donc insuffisantes? Comment répondre de manière efficiente à ces revendications dites anglophones, bien évidemment en préservant notre vivre ensemble? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat, ce soir, professeur Mario Djunjoa, bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes enseignant d'histoire, chef département d'histoire à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala, spécialiste d'histoire politique du Cameroun. Avec vous, on va essayer de dépoussiérer les archives pour essayer bien évidemment de retrouver les origines de cette question dite anglophone et pourquoi pas ce qu'était le fédéralisme avant l'avènement de l'État unitaire le 20 mai 1972. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. J'introduis également le docteur Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, M. Fangwa. Merci donc d'être venu. Vous avez bien compris que je préfère vous maintenir ce soir dans la posture d'universitaire parce que bien évidemment vous êtes juriste et vous êtes surtout avocat au barreau du Cameroun. Vous nous diriez comment ces questions peuvent être réglées, d'abord comprises puis réglées, notamment celle qui est posée par les avocats anglophones. Donc on va dire un peu l'aspect technique de la gestion de cette question. Merci d'être venu sur ce plateau également, Dr Ambroise Issoumba, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. J'espère que ce soir encore, nous aurons pour ce thème aussi sensible, nous aurons les arguments nécessaires pour éclairer la lanterne des téléspectateurs si nombreux qui vous regardent et qui nous regardent ensemble. Voilà, vous êtes donc enseignant au département de droit public à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Douala. Et vous allez donc nous éclairer sur, j'ai failli dire, la dimension politique de ces revendications, avec peut-être, pourquoi pas, une ouverture sur le fédéralisme qui est présenté par certains acteurs comme étant la porte de sortie de ces mouvements enregistrés dans cette partie du Cameroun depuis quelque temps. Mais je voudrais vous inviter, messieurs, avant de nous intéresser à la question qui nous préoccupe ce soir, de faire une ouverture sur un sujet d'actualité, c'est bien évidemment la Gambie, avec ce qu'on a appelé là-bas le retournement des situations après la déclaration de Yaya Jammeh qui reconnaissait sa défaite au terme de l'élection présidentielle et qui semble faire donc une volte-face. La question que je vais vous poser à l'entente de cette émission, Dr Célestin Kengoum, c'est comment comprendre cette volte-face de Yaya Jammeh? Est-ce qu'il faut aller chercher les raisons de cette volte-face dans ce qu'on peut considérer comme certaines déclarations tapageuses du président élu, ou peut-être ce contentieux entre griffes qui naissait entre le président Yaya Jammeh et la communauté internationale? Comment comprendre cette volte-face de votre point de vue? Cette volte-face illustre à suffisance, pour ma part, le problème de transition politique dans les pays au sud du Sahara. Voyez-vous, parfois nous taxons les dirigeants de despotes de tous les mauvais noms possibles sans essayer de voir en profondeur ce qui peut bien motiver des personnes qui ont fait très longtemps au pouvoir. Monsieur Yaya Jammeh est au pouvoir depuis 22 ans. Il a accepté spontanément sa défaite, c'est-à-dire la victoire de son rival. Il a appelé son rival pour lui adresser des félicitations et pour paraître encore beaucoup plus démocratique, il s'est même permis de poster ça sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il a dit à son successeur,
constitutionnel est passé sur les réseaux sociaux. Mais seulement, ce qui m'a surpris, qui a d'ailleurs surpris beaucoup de ceux qui s'intéressent à l'évolution de la situation en Gambie, c'est que, à peine élu, et avant même de prendre possession du fauteuil présidentiel dans ce pays, enclavé, il faut le rappeler, dans le Sénégal, c'est une forme d'entorse, une forme de point sur le territoire sénégalais. Si vous voulez, la Gambie serait un peu comme la ville de Limbé par rapport au Cameroun. Donc il est encerclé, la Gambie est un territoire encerclé par le territoire sénégalais, mais le seul avantage, c'est que la Gambie a une ouverture sur la mer. Donc Yaya Jammeh reconnaît sa défaite. Il reconnaît sa défaite, mais seulement son... Ce qui d'ailleurs suscite l'admiration. Son successeur se permet de faire des déclarations tonitruantes, et je dirais même des déclarations provocatrices, en disant notamment, et sur les 2 points suivants, que le projet de retrait de la Gambie de la Cour pénale internationale, il entend l'abandonner immédiatement, et surtout qu'il se propose d'engager des poursuites contre le président, le président sortant ou partant. Il déclare qu'il va engager des procédures contre lui, et d'ailleurs qu'il y a même des possibilités qu'on puisse le traduire devant la Cour pénale internationale. Mais monsieur Fangwa, qui pourrait accepter de vous remettre un couteau pour être poignardé? Donc sa réaction est une réaction humaine, c'est une réaction naturelle. Mais je pense qu'avec l'entrée en scène des différents chefs d'État de la CEDEAO, je crois fermement qu'il quittera le pouvoir. Mais à la condition que son remplaçant prenne des engagements formels de ne pas mettre ces menaces à exécution. Alors, professeur Matumtua, sur cette question-là, on a quand même suivi avec une attention particulière cette actualité dans ce pays, la Gambie. Un président qui est au pouvoir depuis 22 ans, vous l'avez indiqué, 51 ans, puisqu'il est né en 1965, voilà, je crois, 51 ans, 22 ans au pouvoir, avec ce qu'on a présenté comme... Enfin, on l'a présenté comme un dictateur, un sanguinaire. On se souvient de ces déclarations tapageuses, violentes contre Amnesty International. Bon, enfin, je ne sais pas, vous me direz. Et avec cette élection présidentielle, beaucoup pensaient que ça devait être une occasion peut-être pour lui de renouveler ce mandat-là. Mais il a perdu l'élection et il a reconnu, le docteur Kengum l'indiquait tout à l'heure, il a annoncé qu'il partait. Et puis, volte-face, il quitte le pouvoir, et le docteur Kengum explique que cela est lié aux déclarations qu'il a faites, et il s'est rendu compte qu'il était dans une situation où il se trouvait en insécurité. Est-ce que finalement il faut dire que le problème c'est son successeur plutôt que lui-même, Yaya Jammeh? Bon, je voudrais réagir sur 3 points. Je pense que ce que Maître a dit, c'est l'un des aspects. Oui. Mais d'autres aspects, c'est aussi que le pouvoir en Afrique est un pouvoir presque familial aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un entourage qui aurait, ce que j'ai suivi à BBC, aurait fait pression en disant « Monsieur Dupont, nous perdons tout ». Donc, n'ayant pas la garantie qu'ils auront le même privilège que l'autre, ils ont fait pression pour que M. Yaya Jammeh fait la volte-face. La deuxième explication aussi, c'est que lui aussi, il est habitué à faire volte-face. Il est habitué à faire volte-face. Donc, c'est dans sa nature même de dire quelque chose le matin et de changer le soir. La troisième chose, quand même, ce que je dis, nous devons réfléchir sur la justice en Afrique. Est-ce que nous devons garantir à tout prix que dès que vous quittez le pouvoir, vous avez le sauf-conduit? Vous pouvez tuer tout le monde, vous pouvez écraser la terre, mais dès que vous partez, on vous donne la garantie que vous ne serez pas touché. Je trouve que ça, ce n'est pas très juste. Si vous regardez aussi, la plupart des pays qui sont sortis de la dictature sont sortis par la justice. L'Argentine, la Pologne, qu'est-ce que fait? Moi, je suis contre une forme de justice internationale. Mais il faut donner à... Si quelqu'un a commis un crime, que sur le plan local, il soit jugé. Qu'on donne l'exemple que quel que soit votre statut, vous n'échappez pas à la justice. On ne peut pas dire, bon, comme tu pour te doroter, pour t'empêcher pour te dire de partir, tu auras tout le sauf-conduit, tout ce que tu as fait, l'impunité totale. Moi, je trouve que ça, c'est une mauvaise sortie. Mais est-ce que de ce point de vue, on peut
conclure que son adversaire politique, en tout cas celui qui a remporté l'élection et qui devait le remplacer à la présidence de la République, a manqué de tact. Moi, je crois que oui. Là, ici, il manque de finesse. On ne sort pas cette carte le premier jour. Même s'il avait affaire, il n'avait pas besoin de dire ça. Il aurait bien vu le caresser président sans le poil. Dès qu'il a le pouvoir d'État, il peut donc. Et c'est là aussi la preuve. Qu'est-ce qui se passe en Gambie? Le vrai leader de l'opposition était en prison. Oui. En fait, le gars a mis tout le monde en prison. C'est-à-dire qu'il va gagner plat de couture. Alors, il semble celui-ci n'est même pas un politicien. Il semble d'ailleurs qu'au lendemain de la proclamation des résultats, je crois une semaine après, il a été libéré par la Cour d'appel. Oui, donc en fait, ce n'est pas c'est quelqu'un qui est venu boucher un trou, un vide laissé, que Yaya Jammeh a créé. Et qui en réalité traduisait peut-être un mal-être dans cette Gambie qui était dirigée de main de maître de par Yaya Jammeh. Alors, docteur Essomba, sur cette question-là, quelles peuvent être les issues de secours si le problème est bien diagnostiqué, sur la base des éléments qui sont développés par le docteur Kengoum et le professeur Junchua sur ce qu'on peut considérer comme les raisons de cette volte-face, ça veut dire qu'on a cerné la question maintenant et donc on peut trouver des solutions. Parmi les solutions qui sont envisagées, on parle de cette négociation ou de cette médiation qui est conduite par la présidente du Libéria. Vous y croyez, vous? Je dois dire d'entrée de jeu que les questions électorales en Afrique sont très sensibles. Et vous savez, nos chefs d'État, d'ailleurs, c'était des principes posés au préalable qui voudraient que lorsqu'on est chef d'État et qu'on organise une élection, c'est difficile de la perdre pendant qu'on est soi-même organisateur. Mais le seul problème que vous posez, d'ailleurs, qui nous permet de résumer les argumentaires du professeur et du docteur Kengoum, c'est simplement que le candidat qui perd se retrouve dans une situation de vacuité. C'est-à-dire qu'il pense qu'après cette sortie, que deviendra-t-il? Et comme le professeur l'a si bien souligné, il s'agit ici d'une question du patrimonial du pouvoir, l'exercice patrimonial du pouvoir en Afrique. Mais les voies de sortie, lorsqu'il y a une crise comme celle-ci, les voies de sortie reposent d'abord sur la médiation, sur la négociation, parce que, dit-on généralement, vaudrait mieux 100 jours de négociation, de dialogue, qu'un seul jour de guerre. Donc moi je dis que on propose dans cette voie de sortie de crise une négociation, et vous avez vu la sortie corrosive du président Yaya Jammeh qui annonce déjà aux membres de la CEDEAO que si vous venez avec vos soldats, sachez que c'est ma terre natale, c'est la mère de notre territoire. Est-ce que vous allez partir comme ça? Est-ce que ce n'est pas une déclaration qui visiblement risque de jeter de l'huile sur le feu? Justement, ça peut davantage embraser. Est-ce que cela aide à la médiation, à la discussion dans le sens de trouver des compromis? Cela peut davantage embraser la situation, mais je dis, connaissant l'homme qui de tout temps fait preuve de volte-face, moi je me dis que ça sera très compliqué parce que à la faveur de ce comportement que nous venons de dénoter, c'est-à-dire il perd une élection, il appelle le vainqueur pour lui dire ok, je reconnais ta victoire. Mais dans cette situation, tout ce qu'on peut faire, c'est de préparer une élégance républicaine, c'est-à-dire qu'en fait, on assoit un jour pour assurer la transition et la passation du pouvoir. Or, dans le cas d'espèce, il sera très difficile pour Yaya Jammeh de s'en aller parce qu'en fait, il a déjà dit qu'il ne cédera pas aux pressions. Dans la seule voie, et l'issue favorable dans cette voie de crise qui me paraît la plus louable, c'est justement le fait d'engager des négociations. Bien sûr, avec la CEDEAO et quelques chefs d'État qui pourraient aussi se pencher sur cette question qui me paraît essentielle. Docteur Kengoum, le 12 décembre 2015, la Gambie devient un État islamique. Et dans la foulée, Yaya Jammeh impose pratiquement l'arabe comme la langue officielle en Gambie, une langue arabe qui va remplacer l'anglais. Et beaucoup d'observateurs internationaux estiment que c'est une espèce de rapprochement, une tentative de rapprochement avec le monde arabe ou bien le monde arabo-musulman. Est-ce qu'il y a derrière cette manœuvre-là des forces qui pourraient soutenir Yaya Jammeh? Est-ce que Yaya Jammeh compte de votre point de vue sur un appui quelconque dans cette partie du monde pour soutenir ce bras de fer avec la communauté internationale entre griffes? Il y a dans cette posture... Sur quoi compte-t-il? Quels sont ses atouts? Il y a dans cette posture du président Yaya Jammeh, quand vous nous renvoyez à sa décision de décembre 2015 de transformer l'État de Gambie en un État islamique,
Il y a dans cette approche, quand on le compare à ce que nous avons eu ici, approche de nous au Gabon, comme une forme d'engagement opportuniste. Il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a plusieurs années de cela, M. Bongo Père, s'est islamisé. Alors, c'était une situation très cocasse parce que nous avions un pur bantou qui était à la fois chrétien, qui était musulman et qui était un traditionnaliste et enfin un franc-maçon. Alors, cumulant toutes ces casquettes, on s'est bien demandé à quoi aura-t-on affaire. Vous avez vu ce que ça a donné. Le fils a presque copié le père en portant toutes ces casquettes à la fois. J'ai dit, ce sont des choses opportunistes sur lesquelles on ne devrait pas vraiment s'attarder. On le fait parce qu'on a des attentes financières. La Gambie, je vous ai dit, sa seule richesse est son littoral. La Gambie est un pays pauvre. Et vous savez la conditionnalité que posent les banques islamiques en général. Il faut que l'État soit islamique ou à défaut qu'une forte population soit musulmane. Nous avons eu ce cas au Cameroun, nous avons eu le penchant du Sénégal qui a bénéficié d'ailleurs de la construction du plus grand hôtel du pays sur fonds saoudiens parce que le Sénégal s'était engagé auprès des pays arabes dans leur bataille contre Israël. Donc moi j'ai dit, sur le point, si on se limite à cet engagement, à cette forme de mutation de la sphère politique, il ne faut pas beaucoup s'y attarder. Le nouveau président pourrait remettre ça en cause. Maintenant, sur le deuxième point, il y a la deuxième question, oui. S'il vous plaît, pour que je ne veux pas perdre le fil. Il y a la deuxième question concernant quelles sont ses forces, oui. Sur quoi compte-t-il, oui. C'est pour ça que sur le plan stratégique, quand on a affaire à un État, il faut déjà définir sur le plan géographique sa position. Je vous ai dit que la Gambie est un écrin dans l'État du Sénégal. Le Sénégal, c'est un grand État et vous avez un point précis qui se retrouve être la Gambie. Ça veut dire que toute la frontière, toutes les frontières terrestres de la Gambie, c'est le territoire sénégalais. On peut donc, l'État sénégalais, par ses forces de défense, peuvent asphyxier. Maintenant, quand on prend le côté littoral, c'est-à-dire la façade maritime, j'ai vu parmi les présidents ouest-africains médiateurs, j'ai vu le président du Nigeria, j'ai vu la présidente libérienne. Si toutes ces personnes se mettent vraiment ensemble, toutes ces autorités politiques de la CEDEAO se mettent ensemble et disent à M. Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, il le fera. Je pense qu'en fait, ce barreau de bonheur... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne le fait pas, ça va faire. Non, ça veut dire que s'il ne le fait pas et qu'on veut le déloger, il partira. C'est un barreau d'honneur qui est une forme d'appel de pied pour que ces chefs d'État viennent obtenir pour lui et les siens des garanties qui ne seront pas inquiétées s'ils quittent le pouvoir. Voilà, je pense que la finalité de tout ce mouvement, même si on ne le dira pas ouvertement, officiellement, est d'obtenir des garanties. Et vous savez, quand on prend certaines garanties auprès de ses pairs, comme dans un pays de la CEDEAO, où les chefs d'État sont assez constants sur leur position, où ils sont fidèles dans leurs engagements, contrairement dans les pays bantous d'Afrique centrale, je sais et je pense qu'il quittera le pouvoir d'un moment à l'autre. Mais quand il aura ces garanties, et il les obtiendra. Alors, professeur Emmanuel Tchimtouas, cela veut dire que en réalité, pour l'instant, il n'est pas possible d'envisager une utilisation réelle de la force, et donc il ne faut pas envisager une guerre en Gambie aujourd'hui parce que beaucoup ont estimé que le bras de fer de Yahya Jammeh pourrait aller jusqu'à obliger la communauté internationale à utiliser la force. Et on sait très bien qu'en utilisant la force, eh bien, c'est pas forcément Yahya Jammeh qui en sortira perdant, ce sera le peuple gambien. Et surtout lorsqu'on sait que la guerre coûte excessivement cher. En préparant cette émission, je parcourais encore quelques chiffres. Le Tchad dit avoir mobilisé environ 60 milliards de francs CFA dans le Nord Cameroun dans le cadre de la guerre. Dans l'opération Serval, au niveau de la MISMA, on a parlé de 150 milliards de francs CFA mobilisés par la communauté internationale pour la formation et le déploiement de forces africaines sur les territoires maliens. En utilisant la force, en réalité, le problème, ce ne sera pas forcément Yahya Jammeh, ce sera le peuple gambien.
D'où peut-être finalement la nécessité de boucler par les négociations, non? Oui, je voulais d'abord une première remarque. Je ne suis pas chef de département d'histoire depuis 2 ans. Donc il faut que je suis responsable de l'unité histoire et sciences du patrimoine à l'école doctorale. Il faut donner à qui honneur est dû. Donc je rectifie d'abord ça. Je voulais commencer par là. La deuxième chose, c'est la garantie. Vous savez ce qu'on appelle, vous savez ce qui se passe avec Charles Taylor. On avait donné à Charles Taylor qu'on ne traduirait devant aucun tribunal. Il est maintenant en prison. Donc, ce n'est pas seulement... C'était le Nigeria qui avait donné cette garantie et sous la pression, il a cédé. La deuxième chose, c'est que vous savez ce que c'est la Casamance. La Casamance est alimentée par la Gambie. Le chef des mouvements insurrectionnels casamançais sont en Gambie et le Sénégal n'arrive même pas à résoudre le problème de la Casamance. Donc, à mon avis, il ne faut pas vite penser qu'une action militaire va réussir dans les 6 mois. Ce n'est pas, c'est un pays, c'est des vieux guerriers. C'est un territoire aussi complexe. Il n'y a jamais été un officier. Oui, c'est un territoire très complexe. Moi, je pense que ce qu'ils font maintenant, c'est de trouver des moyens de pression psychologique, de pression diplomatique, de telle sorte que, à mon avis, la force ne viendra qu'en ultime et dernier recours. Et ensuite, quand ils vont faire la force, c'est pour gagner quoi? Vous savez qu'en fait, les gens ne vont pas faire la guerre pour rien. Qu'est-ce qu'il y a en Gambie? Déjà de tout ce qu'il y a en Gambie. Donc, ils ne vont pas aller faire la... Donc, moi, je pense que, sincèrement, la première pression doit venir du peuple gambien. À mon avis, il faut que l'opposition, le peuple gambien s'organise pour faire pression sur Yaya Jammeh. Je veux dire quoi, la plus haute juridiction du pays a été saisie. Bon, moi, c'est ce que ça se met. J'ai dit, si l'opposition fait pression et fait la pression internationale, je crois qu'il y a, par exemple, je me dis, si on interdit M. Yaya Jammeh tout voyage, on bloque ses avoirs et ceux de ses coupages, on commence à faire comme ça, il va commencer à rendre compte que c'est pas, ça c'est bien. Si on interdit tout sommet, on dit par exemple tous les sommets, puisqu'il n'est pas président légitime, il n'y a que le président qui sera là, donc il ne vient aucun sommet. Je dis que si on commence à faire ça, ça va porter, à mon avis, ça commence à porter fruit comme une action militaire le lendemain. Alors, on sort de la question, Dr Essomba, Yaya Jammeh quittant le pouvoir en Gambie, ce sera peut-être un caillou au tête de la chaussure de la communauté internationale au regard de ses rapports avec cette communauté internationale. Il a toujours été présenté comme un dictateur. On se souvient de ce rapport d'Amnesty International sur l'état des droits de l'homme en Gambie et puis sa réaction où il demandait à Ban Ki-moon et Amnesty International d'aller en enfer. On sait qu'il a annoncé pas mal de choses. Il est capable de traiter le sida, l'hypertension artérielle et pas mal d'autres choses. Et les docteurs, tchèques, grand imam, tchèques, ainsi de suite. Et on sait qu'il a quitté aussi le Commonwealth il y a quelques temps maintenant. Au finish, c'est peut-être quelqu'un dont il faut décidément et très rapidement se débarrasser, non? C'était un dictateur, c'est un dictateur, mais qui est revêtu d'une peau de démocrate, parce que tel que nous voyons les actes qu'il a posés dans ce pays et ses prises de position contre la communauté internationale aujourd'hui, cela nous prouve le caractère iconoclaste de l'homme qui mérite donc, à un moment donné, comme c'est le cas d'espèce, justement d'avoir toute cette pression que le professeur évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il faille le déloger de là, il faut utiliser les moyens pacifiques et même à la limite diplomatique pour l'amener de partir de là. Mais ça me permet de chuter de manière avec aisance pour dire que tous les régimes dictatoriaux, tous les régimes perpétuels finissent toujours par une once de chaos et je crois que nous sommes en train de vivre cela encore en Gambie. Alors, on va donc espérer que la situation s'améliore, mais il faut quand même observer, je ne sais pas si le docteur Kengo voudrait dire un mot pour sortir là, que 50 ans après les indépendances quand même, si on en est encore à ce genre de situation où on organise des élections, donc on est d'accord avec la démocratie, on organise des élections, puis on tente de tripatouiller où on n'est plus d'accord, il faut quand même qu'on s'interroge sur notre capacité en Afrique à accepter de respecter les institutions que nous donnons assez librement, non? Vous avez dans la tradition africaine, de manière générale, et il faut que les gens le sachent, notre mode de gouvernance, c'est la chefferie. C'est un chef, c'est un monarque. Et le reste du peuple, ce sont des sujets. Cela est ancré dans nos mentalités. Et lorsque le colon est venu, au lieu de nous aider à nous départir de ce comportement,
au lieu de contribuer à installer une forme de démocratie, parce qu'il y en avait quand même dans certaines régions, vous voyez ce qui s'est passé au Congo, où on juge le sultan, chez les Bamileke, dans les Grassfields, le chef est entouré de 9 notables qui peuvent le destituer et qui prennent des décisions qui peuvent amener le chef à reculer. Donc au lieu de nous aider à faire émerger ce que nous avions de relents démocratiques dans nos cultures, ils ont tout fait pour l'étouffer et nous installer dans le schéma d'un chef suprême et tout le monde lui doit obéissance, il a droit de vie et de mort. C'est la question de la démocratie. Donc on a d'abord ce problème culturel. Et de ses principes. On a ce problème culturel, mais moi je pense que ce qui pourrait aider l'Afrique à sortir de cette misère intellectuelle et même politique, c'est de permettre aux populations de vivre dans la décence, le bien-être. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des régimes s'arrangent à laisser le peuple dans la misère, dans le dénuement le plus complet, pour qu'il ne puisse pas s'exprimer. Parce que quand on parle même d'une grève, ou d'une marche, ou d'une protestation publique sur la voie publique, pour tenir, il faut avoir les moyens. Quand vous avez des moyens, vous pouvez tenir sur 2, 3, 4 mois. Mais sachant que les populations sont pauvres, la plupart de ces dirigeants africains qui laissent leur peuple mourir, parfois se réjouissent même, s'amusent de le voir dans sur le premier aspect de votre développement, est-ce que je dois percevoir dans votre analyse qu'il s'agit de remettre en question le système démocratique? Non, vous avez posé une question simple, comment on envisage avec... C'est-à-dire que depuis quand même l'avènement de la démocratie, on n'a pas le sentiment qu'on y va de façon assez aisée. Mais c'est pour ça que je vous dis, monsieur Fangwa, que la notion de démocratie est consubstantielle au niveau de vie des populations. Vous ne pouvez pas parler de démocratie face aux gens qui ont faim. Mais quand des gens sont rassasiés, peuvent s'exprimer. C'est un peu le drame que nous vivons aujourd'hui. Ça ne tient qu'à un fil, à un emploi. Ça tient à rien du tout. Donc quand les populations africaines auront de quoi tenir, vivront dans la décence, si vous allez en Occident, chacun se suffit d'une manière assez relative. Vous avez une grande maison sur 400 mètres carrés, moi j'en ai sur 150 mètres carrés, mais on a quasiment dans les mêmes maisons le même type de confort. Peut-être le luxe en moins dans certains. Donc je dis, la démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans niveau de vie de la population, un niveau acceptable. Professeur Maïa-Tchountoua, la démocratie ne s'accommode donc pas de la pauvreté. Moi je pense que le plan de l'histoire, ce n'est pas toujours vrai. De 53 à 61, au British Cameroun, il y avait la démocratie. Et nous avons vécu ça pendant longtemps. C'est la dictature d'Aïdjo qui a mis fin à ça. Donc on ne peut pas dire que... Et je dis, la vraie démocratie, en 1959, M. Fontia a renversé M. Ndele. Il n'y a pas eu de guerre, des élections transparentes. Mais il n'était pas pauvre. Les populations n'étaient pas pauvres. Non, il n'était pas riche non plus. Non, il n'était pas pauvre. L'une des raisons pour lesquelles les Anglais ont dit qu'ils ne veulent pas que le West Cameroun devienne indépendant, c'est parce qu'ils disaient que ça ne pouvait pas payer ses fonctionnaires, ce n'était pas gérable. On peut prendre le Botswana. Depuis combien d'années? Ils ont combien de présidents? On peut prendre la Tanzanie, on peut prendre beaucoup de pays en Afrique. Moi, je pense qu'en fait, le malheur de l'Afrique francophone, c'est ce lien ombilical avec le monde colonial qui n'a jamais été rompu. C'est ça le problème. C'est le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais rompu. Il n'y a pas un temps pour la démocratie. On apprend et on progresse dedans. Mais nous ne sommes jamais entrés. Donc on ne peut même pas sortir de ce dont on doit entrer. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous donne des exemples. Le Cameroun français, de 1945 jusqu'à 1960, n'a jamais eu une élection démocratique. Je le dis, ça veut dire que de 46 jusqu'en 55, c'est un suffrage presque restreint. On choisit pas l'Assemblée des voilà. Donc on peut, et en 60, on a vu ce qui s'est passé. En 55, on a interdit du PC, on a fabriqué ce qu'on appelle des présidents valables, qui on a donné le pouvoir. Et même, donc on n'a jamais appris. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais appris. Tant qu'on ne commence pas, et pourquoi on n'a pas appris? Parce que les intérêts qui sont en jeu font qu'il faut garder le peuple dans l'obscurité pour que ces intérêts soient bien gérés. Une transition, maître, on passe sur le deuxième sujet, s'il vous plaît. Une transition, et puis juste derrière cette transition, bien évidemment, le sujet que nous avons annoncé à l'entente de cette émission.
Alors, nous le disions donc à l'entente de cette émission, nous essayons d'analyser donc la pertinence des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour répondre aux revendications d'un certain nombre d'acteurs de différents secteurs dans ce qu'on appelle la région anglophone du Cameroun. Je vous donne la parole, docteur Essomba. Depuis plusieurs semaines maintenant, il y a donc cette grève qui paralyse les régions anglophones du Cameroun. Il y a eu une grève des avocats, puis il y a des syndicats d'enseignants qui se sont mêlés, puis il y a eu des violences et des morts, avec une situation quand même assez, on va dire ça comment, préoccupante, qui a finalement amené les pouvoirs publics, notamment le gouvernement de la République, à prendre un certain nombre de mesures, d'abord vis-à-vis des avocats, en rapport avec la revendication qui était formulée, et qui au départ portait sur la traduction en anglais des actes uniformes au WADA. Puis dans le secteur de l'éducation, il y a eu ce comité interministériel qui a été mis en place par le gouvernement justement pour tenter de mettre en place un cadre qui va permettre aux acteurs de ce secteur-là de pouvoir travailler, de trouver un modus vivendi par rapport à la résolution de la question anglophone. Mais on n'a pas le sentiment, docteur Essomba, qu'on est sorti de l'auberge. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, pourquoi ça cloche? Pourquoi ça ne va pas aussi vite qu'on aurait souhaité dans la résolution des questions posées dans le cadre de ces grèves-là? Je dois dire, Duval, que la question aujourd'hui qui est posée sur l'aire géographique de Bamenda est une question spécifique, certes, mais qui a une coloration générale parce que qui touche tous les Camerounais. Je dois le dire parce que le mécanisme de revendication, je dois dire certainement qu'il est légitime de revendiquer, mais il est légal aussi de respecter les institutions en place. Alors le problème qui est posé dans cette partie du pays est un problème important. C'est vrai que la transcription en anglais de l'acte de OADA était déjà un problème qui avait été soulevé depuis longtemps. C'est vrai que le gouvernement a un peu fait la sourde oreille. Et le second problème, qui était celui justement de ces manifestants qui ont réclamé, par exemple, il y a une autre question, c'est de la construction de la route qui va de Babadjou à Bamenda. Voilà autant de problèmes légitimes qui ont été soulevés par les anglophones, par nos frères de la partie anglophone. Mais je dis, c'est un problème qui touche la gouvernance générale ou un problème de mal-gouvernance généralisée. Parce que lorsque les populations ou un certain nombre de personnalités se plaignent de ce qu'on réclame au fédéralisme, par exemple, parce qu'aujourd'hui, cette revendication liée à la demande du fédéralisme me paraît être une demande qui ne concorde pas avec l'esprit et la lettre de notre Constitution qui voudrait que nous soyons une république une et indivisible. Donc, les autres revendications m'ont paru légitimes, mais il y a certaines qui m'ont paru être une hérésie. Parce que lorsque dans un État, comme le nôtre, qui se veut un État unitaire décentralisé, et on constate qu'une partie des Camerounais souhaitait ou souhaiterait se retrouver dans une autre forme de gestion de la cité à partir d'un fédéralisme, moi je me dis, c'est une revendication qui repose sur une hérésie. On reviendra tout à l'heure sur l'analyse, le décryptage de ce concept de fédéralisme-là. Et peut-être on va retourner un tout petit peu dans l'histoire avec le professeur Chimtoua tout à l'heure. Docteur Célestin Kengo, vous êtes avocat, hein, donc en même temps, il y a eu ces questions des avocats, il y a eu une réponse du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que les choses ne soient pas revenues à la normale, notamment pour ce secteur d'activité? La question anglo-saxonne est une question complexe. Elle est historique d'abord, et je pense que le professeur Chimtoua pourra nous en dire un peu plus. Le problème est profond. Il ne touche pas qu'aux questions d'infrastructure de route. Il ne touche pas à la simple traduction des textes du français à l'anglais. Il n'y a pas que la question d'enseignants francophones qu'on envoie dans les zones anglo-saxonnes et qui ne parlent pas anglais et qui soumettent la population à la rude épreuve de s'efforcer de comprendre le français dans leur propre village où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont parlé toujours la langue anglaise. Je pense que déjà, de manière assez générale,
Un pays, c'est comme une maison. Vous verrez même dans le cadre d'une entreprise, quand il y a des turbulences à gauche, à droite, ou dans une maison, les enfants font du bruit. Quand le père entre, les bruits s'arrêtent. Avant même d'examiner les problèmes, le bruit s'arrête. Pour moi, le silence du chef de l'État n'est pas bien. Pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un a fait une thèse de doctorat sur le silence du chef de l'État. On ne peut pas diriger en l'état où nous nous sommes en gardant le silence dans une situation aussi grave que celle-là. La maison est en feu. Et il faut que celui à qui le peuple a confié le pouvoir, la direction de leur vie, prenne ses responsabilités et sorte de son silence. On peut estimer que vous dramatisez un tout petit peu. Je ne dramatise pas, je vous parle d'un père de famille. Je ne suis pas là pour juger un père de famille, je suis là pour faire un constat simple. Il y a beaucoup de bruit dans une grande partie du territoire national et nous avons un président de la République qui est le père de la nation. Cette sortie aurait consisté en quoi? Une sortie, une communication du chef de l'État? Je vous ai dit que la seule entrée du père dans la maison arrête les bruits. Sans parole, lorsque le père fait son entrée, les bruits s'arrêtent. Donc quoi? Même dans Equinox, si vous discutez, quand votre PDG passe, vous arrêtez vos discussions. Donc quoi, par exemple, une visite du président de la République? Non, une allocution, un discours? Un chef, écoutez, ne compliquez pas les choses. Ceux qui nous écoutent ne sont pas des enfants. Quand on dit que le chef sort de son silence, il a plusieurs formes pour se faire entendre. Donc ne lui imposons, on n'est pas là pour imposer au chef de l'État d'aller au nord-ouest ou d'aller au sud-ouest ou bien de tenir un discours à Yaoundé. Il faut que le père de la famille sorte de son silence et qu'on sache qu'il est sorti. Point. Le reste viendra après. C'est clair. Ça viendra après. Ça, c'est le problème de manière générale. Maintenant, quand on prend le problème de manière spécifique, Monsieur Fangwa, vous êtes un jeune père par rapport à nous, parce que nos enfants ont grandi. Si vous prenez 3 enfants, vous avez 3 enfants, faisant la même classe, prenons le cas première année à l'université. Vous avez un enfant qui est à l'université de Soa. Vous avez un autre enfant qui est à l'université de Dakar. Et vous avez un autre qui est à l'université de Montpellier ou de Birmingham. Ils font tous première année. À l'enfant de Soa, vous ne donnerez pas les mêmes sommes d'argent qu'à l'enfant qui est au Sénégal. À l'enfant de Birmingham ou de Montpellier, vous ne donnerez pas le même montant. L'un aura même 10 fois plus que l'autre, en fonction du lieu où il se trouve. C'est ça qu'on appelle les spécificités. C'est pour ça que je pense toujours que le pays a fait beaucoup de tort à nos frères de l'extrême nord, en disant qu'ils étaient peu scolarisés, en disant qu'il fallait niveler les niveaux en prenant des enfants de BPC pour composer, les mettre au niveau du bac. Alors là, vous rejoignez, s'il vous plaît, donc. Je voulais dire simplement à peu près ceci. Oui, bon, docteur, vous comprenez, vous n'avez pas besoin de 1000 exemples, vous comprenez. Oui, que vous rejoignez le docteur Issoumba qui estime que ces problèmes sont globaux. C'est pour ça que je vous dis, dans le cadre d'une scolarité, vous savez, l'avantage d'un débat, c'est qu'à travers un problème, on peut résoudre 2 et 3. Et ça apportera quelque chose de plus à la population. Donc, à ceux qui sont dans un état de dénuement, qui n'ont pas de moyens comme ceux de l'extrême nord, le gouvernement aurait pu mettre des écoles climatisées, leur donner des bourses, construire même des maisons pour léger certains parents. Oui, mais vu sur cet angle, justement. C'est pour ça que je vous dis donc que nos frères de la zone anglo-saxonne ne peuvent pas être comparés aux francophones. Ceux des francophones qui se permettent d'établir des comparaisons. Ah, donc voilà. C'est plus clair parce que la question que j'allais poser, c'est que j'ai eu l'impression que vous vouliez montrer que c'est un problème de gouvernance de façon globale. Et donc, les problèmes qu'on a dans cette partie du Cameroun, dans la partie anglophone, peuvent être assimilables aux autres problèmes. Non, dans notre région. Les enfants, c'est pour ça que parfois, on peut enseigner, vous êtes un enseignant, on peut enseigner par des comparaisons. Okay. Je disais donc que nos frères de culture anglo-saxon sont totalement différents de nous. Et je l'ai dit et je ne cesse de le marteler. Ils n'ont pas la même approche culturelle face aux problèmes. Ce sont des gens qui ont la liberté de s'exprimer. Quand vous allez à Limbe et à Boya, vous voyez nos frères francophones qu'on a envoyés comme fonctionnaires là-bas. Mais ils sont extrêmement arrogants. Ils sont méprisants. Ils font des choses que l'anglophone normal ne peut pas accepter. Je vous dis que quand vous voulez rencontrer un ministre anglo-saxon, qui a une culture anglo-saxonne, il doit vous recevoir ou vous dire pourquoi il ne vous reçoit pas, ou s'arranger à ce que vous soyez reçu par quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire 8 heures de temps dans le cabinet d'un francophone, il ne vous répond pas,
il ne vous reçoit pas, il ne vous répond pas. C'est incompatible avec la culture. C'est très profond. C'est pour ça que je disais que il faut que le chef de l'État sorte de sa réserve et qu'il siffle un peu la fin de la récréation et que maintenant les acteurs principaux puissent s'asseoir. Et les acteurs principaux, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le syndicat, c'est pas le président de l'Alliance des avocats du Nord ou du Sud. Puisque ce sont eux qui portent les revendications. Non, ils portent les revendications, mais ils sont soutenus ils sont soutenus. Il y a les pères. Dans un État, il y a des anciens, il y a des barons, il y a des gens qui peuvent dire des choses. L'un des plus brillants, l'un des avocats les plus respectables du Cameroun, c'est Maître Senze. Maître Senze est avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Il est à Bamenda. Vous ne pouvez pas aller résoudre le problème des avocats de cette zone sans faire appel à quelqu'un comme Senze. Vous ne pouvez pas non plus ne pas faire appel à quelqu'un comme notre confrère Maître Nico Allez, qui a d'abord une approche chrétienne, qui a même des acquaintances avec des chefs traditionnels. Donc il y a dans ces choses quelque chose d'un plus grand. Il faut voir grand. Alors avant de donner la parole au professeur Mutua, je voulais relever que, en fait, tout à l'heure, quand je parle de la spécificité de cette zone anglophone, cela parle d'abord au niveau de la nature même des revendications. Vous savez, le peuple anglophone est formaté dans une, comment dire, dans le sens d'une forte revendication. C'est-à-dire la culture de la revendication est une culture qui est ancrée dans la zone anglophone, contrairement à la zone francophone. C'est pourquoi même au niveau de l'université, le SINES, généralement, du côté de Boya, est le plus poignant et le plus percutant par rapport au SINES. Et là, c'est l'héritage colonial. Et c'est là, ça part donc de ce lourd héritage colonial qui a justement créé cette identité du peuple anglophone. Alors, professeur Emmanuel Mutua, pour revenir un peu à ce qu'on peut considérer comme les origines de cette question-là, à quel niveau, à quand remonte, je veux dire quoi, parce qu'on a beaucoup entendu parler, par exemple, de la conférence de Fumban, les accords de Fumban. On a cité très souvent cet élément-là comme la source, comme l'origine de ces difficultés-là. Bon, à mon avis, on ne va pas refaire l'histoire, c'est très long. Je voudrais premièrement dire qu'on ne peut pas évacuer le fédéralisme en disant que la Constitution. Nous avons une Constitution qui a 20 ans, qui n'est pas complètement appliquée. C'est un argument politique. Nous pouvons à tout moment changer notre forme d'organisation. On revient sur cette question de fédéralisme. On peut à tout moment, dans un État, dire que cette façon ne marche pas, on va essayer une autre. C'est un axe du débat. Donc on ne peut pas, à mon avis, évacuer en disant la Constitution. Et malheureusement, c'est ce qu'on, des intellectuels camerounais prennent. Non, d'abord la Constitution que nous avons 20 ans, on n'a pas encore appliqué. Donc on ne peut même pas nous savoir. Donc la première, c'est un problème politique. Quelle forme d'État permet de mieux organiser notre vivre ensemble? Et comment aujourd'hui, en 2016, organiser l'État de telle sorte que chacun soit heureux, que personne ne perd son identité. Et je dis que, deuxième chose, et on ne peut pas, et donc l'histoire va seulement nous aider à ne pas tomber. Mais on ne peut pas reprendre l'histoire. Parce qu'en Fouman, ce qui s'est passé à Fouman, en fait, c'est une escroquerie. C'est un rapport de dupe. Chacun, comme disait le professeur Aboissou le jour, chacun est venu à Fouman avec sa vision du monde. Aïdjo voulait un État fort. Et M. Foncha Bende avait une confédération. Mais il n'était pas préparé. La conséquence, c'est que dès qu'on a signé des accords, petit à petit, M. Aïdjo a déstructuré les accords. Vous savez que d'abord, en créant le parti unique, 66, et d'abord 61 en créant les inspecteurs fédéraux qui avaient le même pouvoir que le Premier ministre. En 65, en nommant Tamdemouna, Premier ministre, parce que la loi disait que pour être nommé Premier ministre d'un État fédéré, il fallait qu'il soit approuvé par le Parlement. Or, il a été nommé sans même passer par le Parlement. Donc, quand en 72, il détruit la fédération, c'était une coquille. Une coquille vide. Donc, on ne peut pas prendre appui sur ce qui s'est passé. Ce qui chez nous, c'est une dictature. Cela peut donc expliquer pourquoi certains, jusqu'aujourd'hui, dénoncent ces accords-là. Oui, c'est pratiquement des traités illégaux. J'ai dit donc que ce qui s'est passé en Fouman, c'était un jeu de dupes. Et Aïdjo a utilisé ça pour asseoir sa dictature. Nous avons vécu dans une dictature, sans dire son nom. Il a tout phagocyté. En 72, dès qu'on a vu le pétrole à Limbe, on a dit bon, ça peut pas marcher, on est face. Mais le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui en 2016. Nous sommes tous des gens, beaucoup sont nés après 61. Nous ne pouvons plus vivre les yeux rivés sur 61.
comment bâtir aujourd'hui? Et les gens apportent l'argument d'une fédération. Je dis d'une fédération. Peut-être. Professeur, on arrive sur la question de la fédération. Il y a une autre question qui me préoccupe. Est-ce que vous êtes en train de dire que, d'abord, les accords n'étaient pas bons, mais deux, que même les petites concessions qui ont été faites aux représentants de la partie anglophone n'ont pas été respectées? C'est vrai. Je vous dis qu'en vous avez le parti unique. En 65, quand 67, voilà, 67. Quand 66 avait le parti unique, 67 quand monsieur Tamdem Mouna est nommé Premier ministre, il ne passe pas devant, il ne reçoit pas l'approbation du Parlement à Bouya. Il est nommé par M. Aïdjo. Donc, ce qui était contre les accords de Fumban. Donc, M. Aïdjo a déstructuré petit à petit, même les petites concessions qu'il avait accordées à Fumban. Et en Soudan, en quoi cet exemple, par exemple, je vais dire, peut être considéré comme ayant planté de façon progressive le décor de cette décision qu'on observe? Donc, le décor, c'est que nous arrivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'en 61, on a demandé au British au Cameroun, voulez-vous achever l'indépendance en vous réunifiant au Cameroun oriental, la République du Cameroun. Voilà. En 72, on n'a pas demandé. On a fait des élections, vous connaissez comment ça s'est passé. Donc, il y a eu des griefs. Les gens ont des problèmes dans le cœur jusqu'aujourd'hui. Et on a vu souvent, on l'exprime mal, mais c'est qu'il y a des griefs. Tout ce que vous voyez, on parle des avocats, des enseignants, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça veut donc dire pour ça qu'au-delà des accords de Fumban, qui n'étaient pas très favorables à cela, au-delà de la gestion presque, je vais dire ça, par filouterie, entre griffes, du président Aïdjo de cette partie du pays, il y a eu aussi 72. Oui, 72 aussi, j'ai dit 72. Alors, à quel niveau se situe le problème avec 72? De vous à moi. 72, on fait de l'unification du Cameroun. Oui. N'est-ce pas? Oui. On a fait un vote dans les deux Camerouns. Oui. C'est-à-dire qu'on savait que de deux Cameroun, on entendrait, on n'a pas demandé aux anglophones, à l'État fédéral, est-ce que vous voulez l'unification? Parce qu'il y avait deux États. Oui. On a fait un vote pour tout le monde. Les francophones auraient voté à 80% pour. Même s'ils votaient 10%, ils gagneraient. Donc, dès le processus, même. On aurait dû faire deux collèges. Oui. De départ, il y a un problème. Vous comprenez? Et je veux dire, dans les conditions, on connaissait les élections en 72, les élections commençaient à 8h, à 10h, on connaissait le résultat. Donc on peut pas prendre le disque, bon, en 72. Le gros problème, ce n'est pas ça. Moi, je n'aime pas beaucoup parce que ça me prendrait du temps à développer. L'argument, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, il y a des enfants de la maison du Cameroun qui se sentent mal à l'aise. Oui. On ne peut pas, ils sont mal à l'aise. Ils pensent être à tort ou à raison en train de perdre leur identité, leur culture. Alors, quelle forme de politique pouvons-nous faire pour qu'ils aient les sentiments qui sont compris, qui ne perdent pas leur identité, qu'ils sont des citoyens? Voilà la question. Okay. Le reste vient après. Alors, Dr Issouma, vous avez indiqué tout à l'heure que l'une des raisons évoquées par les acteurs et par ceux qui suggèrent un certain nombre de solutions pour répondre à cette préoccupation, c'était bien évidemment le fédéralisme. Et vous vous êtes appuyé sur la Constitution, je crois, sur la loi. Et quelle est votre position par rapport à cette question? Je veux dire que est-ce que le fédéralisme pourrait être fondamentalement une porte de sortie? Permettez-moi de faire rapidement une distinction entre le fédéralisme et la décentralisation, parce que notre Constitution précise très bien dispose très bien que nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Oui. Alors, si je prends le fédéralisme c'est quoi? C'est une association d'États indépendants qui se décident, n'est-ce pas, de se débarrasser d'une parcelle de leur souveraineté pour la mise en place d'une entité nouvelle supérieure qu'on appelle État fédéral, et qui décide donc dans ce cas justement d'assurer la superposition, c'est-à-dire la mise en place d'un État nouveau, qu'on appelle super-État, qui décide aussi de cette fédération dont les États fédérés décident de participer au fonctionnement de la fédération, et même aussi avec la possibilité d'y assurer l'autonomie de chaque État fédéré. Et vous savez donc que fédérer, c'est quoi? S'il faut le dire dans des termes plus simples, fédérer, c'est unir ce qui est divisé, et c'est de séparer ce qui est trop concentré. Et c'est pourquoi nous avons donc deux formes de fédération. Le fédéralisme par association et le fédéralisme par dissociation. Et nous constatons aujourd'hui que quand nous observons le fonctionnement des deux formes
de fédéralisme. Vous savez que le Cameroun a eu, en 1961, nous sommes engagés sur la voie fédérale, et qui a été une voie malheureuse, il faut le dire. C'est vrai, ça a été de courte durée, ça n'a duré le temps de ce que veulent les roses dans l'espace matinal. C'est vrai. Mais cette forme de fédéralisme aujourd'hui ne paraît pas dissociation, parce qu'en fait, si on s'engage vers cette voie qui est revendiquée par le peuple anglophone, c'est des acteurs, anglophones, on se rend donc compte que c'est un fédéralisme qui est dangereux, le fédéralisme par dissociation. Or, si nous implémentons de manière concrète la voie de la décentralisation, c'est-à-dire qu'il y ait un mode d'organisation administrative de l'État, ça va nous amener à plus de développement, à plus de résolution des problèmes d'identité culturelle. Parce que, relevons du Val. La décentralisation, on arrive sur la décentralisation tout à l'heure. En quoi ce fédéralisme tel que vous l'indiquez là n'est pas bon? En quoi? En ce que l'écueil qu'il faudrait éviter, c'est que un fort fédéralisme peut nous amener à des velléités de sécession ou à des velléités sécessionnistes. Je dis bien le fédéralisme par dissociation, qui est justement ce qui semble être aujourd'hui revendiqué par les acteurs sur les politiques de Bamenda. Alors, avant de revenir à vous, professeur Mutua, sur cette question-là, Dr Kingoum, vous avez entendu parler de cette affaire de fédération, et ainsi de suite. Est-ce que le fédéralisme peut être la meilleure voie de sortie dans cette crise-là? Vous savez, ce qui me gêne un peu, c'est que nous avons une façon de prendre les sujets rapidement et de croire qu'on va trouver des solutions là à l'immédiat. C'est encore une approche francophone. Les francophones ont toujours cette hantise de penser qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes à l'instant et immédiatement. Non, il y a des problèmes qui se résolvent avec le temps et parfois même après 1-2 générations. Justement, Laurent, on estime que ça prend beaucoup de temps. Non, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je vous ai dit d'abord, le problème, c'est le silence du père de la famille, du père de famille. Le Cameroun, représentant un peu un État comme le Cameroun, étant un père. Le père s'appelle le Cameroun. Et il a deux femmes ou 2 enfants. Mais il dit, je vous aime beaucoup, vivez dans l'union, les enfants marchent ensemble, ils mettent tout ensemble. Malheureusement, il s'avère que le fils à qui le pouvoir a été donné de diriger, il dépense un peu trop. Les 2 frères travaillent. Les amis qui viennent à la maison tous les soirs, c'est l'ami du frère A. Il les reçoit beaucoup, il dépense beaucoup. Il arrive un moment donné où l'enfant qui se voit appauvri ou bien qui voit les biens dilapidés interpelle le père pour dire non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on essaie de dire à qui appartient telle chose pour que nous ayons notre espace à diriger. Un couple qui vit dans l'harmonie ne songe pas à une question de séparation des biens. Mais lorsque la femme se rend compte que le mari dépense toute la fortune de la famille et qu'elle a des revenus aussi consistants, elle peut demander qu'il fasse un contrat de séparation de biens. De même, un homme qui constate que sa femme dépense beaucoup et qui a aussi des revenus parce qu'elle travaille, peut demander à faire un contrat de séparation de biens. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Le problème ne peut pas se résoudre à la manière dont nous pensons. Ça ne va pas se résoudre en disant fédéralisme, sécession. Il y a un malaise. Un État a des ancêtres. Au sud-ouest, ceux qui se plaignent. S'il vous plaît, au sud-ouest, faites voir cet ouvrage. Au sud-ouest, nous avons encore la chance que dans ce pays existent les fondateurs de cet État. Voici, je viens de voir ça chez vous. Voilà un ouvrage du père Victor Moukete, mon Odyssée, Histoire de la réunification du Cameroun. Je cherche à savoir où ce livre se vend. Je vais l'acheter. Voilà les gens qui ont fondé ce pays. Est-ce qu'on les consulte? Voilà tout le problème. Il faut consulter les pères fondateurs. D'accord. On ne va pas commencer. Quelle est la formule? Vous allez prendre un président d'un syndicat et qui ne sait même pas d'où il vient. Et vous penserez qu'il va vous dire deux choses. Il mobilise. Hein, non, il ne mobilise pas. Écoutez, la mobilisation, non. Et ne vous fiez pas à la mobilisation. 5 personnes qui font plus de bruit se font entendre plus que 10 000 qui ne parlent pas. Donc pour moi, la mobilisation ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est la profondeur. Mais c'est pourtant pour cette raison-là qu'il y a le feu dans la maison. Non, le feu, parce que le feu est venu de quoi? S'il vous plaît, M. Fangwa, je vous appelle professeur. Le feu est venu de quoi? Ça a été un acte de provocation des forces de l'ordre. Lorsque les avocats étaient à Boya,
quelqu'un a lancé une bombe lacrymogène. On a lancé une bombe lacrymogène alors que les gens étaient réunis chez M. Fondi. La provocation vient des forces de l'ordre. Ça ne vient pas des populations. Bon, c'est pas ce que dit le ministre de la Communication. Non, monsieur le ministre, en 2004, ce monsieur disait que le chef de l'État a porté le malheur. Non, moi je pense que monsieur Franck, il faut... Nous sommes dans un débat intellectuel. Premièrement, quand vous voyez ce qui s'est passé à Bouya, regardez bien votre reportage. Les enfants disent no violence. Ils n'ont rien cassé. Les étudiants n'ont rien cassé. Ils ont demandé des choses précises. La réponse c'est quoi? On les a tournés dans la boue, cassé les portes et tout ça. Donc quand d'où vient la violence? Dans la culture anglophone, je vous dis encore, je me rappelle, les gens ils ont négocié leur indépendance de Lagos à Enugu, d'Enugu à Londres, de Londres à Manfé, de Manfé à Bouya. Ils ont négocié sans verser de sang. C'est dans la culture, dans toute l'indépendance de l'Ouest Cameroun, c'est fait par la négociation, par les pétitions, par les marches. C'est ça, ils ont dans leur culture, leur sang, cette façon de faire. Oui, pourtant, mais ils ont fait ça. Ils ont obtenu leur indépendance par la négociation, par la loi. Nous avons pris les armes, même comme ça, on n'a pas gagné. Donc, quand vous regardez bien, la culture de la violence ne vient pas là où on voit, on pense. Hein? Je dis, prenez bien l'histoire du Cameroun, le Cameroun depuis les constitutions de 46, les constitutions de 53, ainsi de suite chez les francophones, sans violence, même depuis 1916, sans le sang versé. Il n'y a pas eu un mort. Alors, donc, il n'y a pas eu un mort. Donc, quand vous voyez la culture de la violence, ça ne vient pas de là où on pense. Moi, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous voulons passer dessus. Premièrement, dans ce pays, il y a un déficit de démocratie. Vous savez ce qui s'est passé quand on a dit que Fondi a gagné. On dit qu'un anglophone ne peut pas diriger le pays. Bon, quand vous direz ce langage à gens, ça veut dire qu'ils ressemblent tous des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire, on a dit ça, on a dit qu'un anglophone ne peut pas diriger le Cameroun. Donc, quand vous dites ça, comment vous voulez qu'ils comprennent? Hein? Est-ce que vous comprenez le relan que ça donne? Donc, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, quoi? Que les gens, même ce qu'on pense être vrai, les gens pensent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Alors moi, donc il y a un premier principe, il y a un déficit de démocratie dans ce pays. Okay. Et tant que cela n'est pas résolu, vous pouvez fabriquer n'importe quoi, ils ne sont pas sortis. Docteur Somba, vu sous cet angle-là, c'est parti pour durer encore. Hein. Moi je dis, la question que vous avez... Mais vous avez indiqué tout à l'heure que la décentralisation, la vraie, c'est une porte de sortie. Ah oui, moi je l'indiquais pour dire ceci et pour le soutenir de manière péremptoire, que la question qui reste posée est celle de la bonne forme de gouvernement qui puisse satisfaire aux intérêts divergents. Parce qu'aujourd'hui on constate que l'unité de l'État est précaire et qu'il y a des divergences qui sont soulevées d'ici et là. Or, moi je dis, la question de fond qui est posée par les... Parce que moi, je continue de rester dans la logique des acteurs qui ont revendiqué le fédéralisme. Et j'ai essayé donc de vous poser ici, de vous indiquer ce que c'est le fédéralisme et ses formes d'agissement. Et c'est là que je suis... Et vous avez dit que le fédéralisme mal négocié peut déboucher sur une sécession. Sur des velléités de sécession. Ah, je vais vous dire, Duval, notre constitution est claire, hein, nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Ce que je voudrais vous expliquer sur le fond, c'est quoi? C'est que si cette décentralisation est effective et qu'il y a l'obéissance à la loi, on va se rendre compte que les problèmes sécessionnistes ou des revendications du fédéralisme vont se réduire à leur plus simple proportion. Parce que je vais vous dire, prenons un exemple. Le décret du Premier ministre, le Premier ministre a pris un décret qui disposait que les maires sont désormais ceux qui gèrent tous les marchés relevant de leur territoire. Voilà un décret. Or, le délégué du gouvernement s'oppose à cela. Okay. Pourtant, le délégué du gouvernement du littoral s'est opposé radicalement de ce que cela est impossible. Or, voilà une bonne décision d'une volonté décentralisée de l'État qui voudrait que les problèmes locaux soient gérés par les élus locaux. Et vous savez, c'est là la démocratie de base. Parce que s'il y a une démocratie au niveau du haut, il faudrait que cette démocratie soit implémentée de manière concrète au niveau du bas. Le délégué dit qu'il est également par d'une collectivité territoriale. Moi, j'ai sur la question de la décentralisation. Premièrement, vous regardez un peu. Dans la culture anglophone, il n'y a pas de délégué du gouvernement. Vous avez quelqu'un qui n'est pas élu, qui doit gérer le budget. Pourquoi ne pas à 50 ans après ne pas avoir les mains élues? Je vais dire quand même qu'il y a une erreur que nous faisons.
Si vous regardez la plupart des grands pays du monde, la Chine, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, le Portugal, l'Italie, l'Australie, le Brésil, l'Afrique du Sud, sont des États fédéraux. Et il n'y a pas la guerre là-bas. La Belgique, pour résoudre son problème, a créé une fédération. C'était aussi un État centralisé. Puis ça a rendu compte qu'elle implosait. On a créé une fédération. Donc, souvent, la fédération, c'est une porte de sortie. Ce n'est pas la porte pour la sécession. Malheureusement, on présente ça comme une porte. Je dis, si c'est comme ça, tout le monde serait explosé. L'État centralisé, c'est une exception dans le monde. Ce n'est pas la règle. La règle, c'est la fédération dans le monde. Donc, ce que je vais dire, regardez, c'était la plupart des États. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, qu'on ne change pas le discours. Je vous dis que la fédération, c'est la seule qui permet de respecter les pouvoirs locaux, aux gens à comptabilité, rendre compte de la gestion. Donc, et si la plupart des pays sont comme ça. Mais, je dis encore, et les États, la plupart des pays, vous prenez le Soudan, la plupart des pays qui étaient trop centralisés ont finalement explosé. Alors, et donc, si nous ne faisons pas attention, nous allons exploser. Je voulais terminer, s'il vous plaît. Oui. La deuxième chose que je veux dire, c'est que les chefs du Sud-Ouest, vous vous souvenez, il y a de ça une trentaine d'années, avaient déjà posé le problème de la fédération, pas en termes de 2 États. Parce et je trouve qu'il faut bien comprendre ce qu'ils ont dit. Oui. Ils disaient que si on fait 2 États, ça va mettre comme 2 les francophones. Ils ont demandé 10 États. Que chaque province devient, une région devient un État. Et je pensais que c'est quand même une voie de sagesse de réfléchir par rapport à ça. Il y a de cela quand il y avait les villes mortes, vous vous souvenez. Hein? Les chefs du Sud-Ouest. Donc, mais on est passé dessus comme... vous savez, le Nigeria, pour résoudre le problème de Biafra, a fait quoi? A créé une trentaine de fédérations. Donc, je me dis qu'il faut penser, ne pensez pas que ce soit toujours très dangereux la fédération. Ça peut être une porte de sortie. Je ne dis pas que c'est la vraie, c'est une porte. Mais pas ce qu'on a eu en 61. Parce qu'en 61, on n'a pas eu la fédération. Justement, c'est la question. On n'a pas eu la fédération. Justement, on a un État centralisé, une copie, une très mauvaise copie. Justement, c'est la question que j'allais poser. Voilà. Parce que lorsqu'on se retrouve, après Fumban et après les accords de Fumban, on met en place une constitution, la constitution de la République fédérale du Cameroun. Et bien évidemment, on se rend compte autour de 70-72 que la fédération, selon les raisons qui ont été évoquées, que le système fédéral coûtait excessivement cher et on a donc décidé de passer à l'État unitaire. C'est le mensonge. L'État fédéral ne coûte pas aussi cher que c'est le mensonge. Ce n'est pas le problème d'argent. Je vous ai dit qu'en 60, dès 61, M. Aïdjo va nommer les inspecteurs fédéraux. Hein, dont l'inspecteur fédéral, qui est comme le gouverneur, avait le même pouvoir que le premier ministre du Cameroun fédéral. Hein? Donc, Aïdjo n'a jamais cru à la fédération. Et c'était un argument pour sortir. Ce n'est pas parce que, attendez, de vous à moi, il est démontré aujourd'hui que l'un des problèmes du Cameroun, c'est les fonctionnaires à Yaoundé, qui bouffent tout le budget. Hein? 40% du budget du Cameroun est voté à Yaoundé, voté dans le ministère. Pourquoi? Parce que tout se décide à Yaoundé. Vous voulez ouvrir une école primaire dans votre village, il faut que ça aille jusqu'à Yaoundé revenir. Donc la décentralisation... ça veut dire que la décentralisation est une vue de l'esprit. Oui. On est toujours dans le système centralisé. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, je ne dis pas que la décentralisation, pas la centralisation. S'il n'y a pas une dévolution de pouvoir à la base, pour moi, même si une fédération c'est une dévolution de pouvoir, ce n'est pas une fédération. Okay. La fédération ou la décentralisation se traduit par une vraie dévolution de pouvoir, de telle sorte qu'il y a des pouvoirs qui émanent de la base et qui rend compte. Voilà, c'est ce que je voudrais, peut-être pas le contre-pied du professeur, mais lui indiquer que quand nous prenons l'Italie, l'Espagne, il ne s'agit pas d'une fédération, mais il s'agit en fait d'une décentralisation qui repose sur la base régionale que nous avons au Cameroun, qui n'est pas malheureusement encore opérationnelle. Mais ils sont élus, hein? Ils sont élus, ils ont le budget, ils ont le parlement. En Espagne, chaque région, la région basque a un premier ministre de région basque, un parlement de région basque. Si c'est comme ça, appelez ça décentralisation, n'importe quoi. C'est une forte décentralisation qui repose sur le régionalisme, en fait. Parce qu'en fait, dans le fonctionnement des pays tels que l'Italie, la Suisse et l'Espagne, que le professeur soulève avec pertinence, on se rend compte que M. Duval, ce n'est pas le mécanisme du fédéralisme qui amène au développement de ces pays, mais je dis c'est une décentralisation poussée.
qui amène de sorte qu'il y a une forte autonomie qui repose sur les entités. Non, j'explique. Pour l'Espagne, je connais un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on sort de la guerre. Nous sortons, l'Espagne et l'Italie sortent de la guerre. Ils ont horreur du pouvoir fasciste. Ils ont horreur de la dictature. Et chaque région demande son autonomie. Vous savez, l'Espagne construit plusieurs régions, les Basques, les Cécile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'organisation de l'État dit, nous allons faire, ça s'appelle des régions qui ont une forme d'autonomie politique. C'est-à-dire qui élisent leur État. Ils ont un parlement régional, ils ont un premier ministre régional, ils ont un budget régional. Hein? La Catalogne est une région plus riche, n'est-ce pas? Là où à Barcelone. Et ils ont des pouvoirs que le gouvernement fédéral ne peut pas empiéter. Il y a un organe chargé de veiller à la constitutionnalité des lois. C'est-à-dire que si l'État fédéral viole le pouvoir de l'État fédéré, ils vont saisir la haute cour pour leur dire qu'ils ont violé. Chez nous, il y a quel cour? Il y a la cour constitutionnelle, c'est où? Si un pays premier par un décret, tu vas te plaindre chez qui? Donc, au finish, ce qui intéresse Dr Kengoum, c'est la capacité pour les populations à désigner librement leurs représentants et surtout une certaine autonomie, peut-être financière, qui leur permet d'avoir une surface financière assez importante pour répondre aux besoins directs des populations. Et donc finalement, on peut appeler ça décentralisation réelle ou fédéralisme. Le plus important, c'est que le pouvoir émane de la base au finish. Monsieur Fangwa, je vais vous dire une chose. Parfois, vos discours d'intellectuels ne restent qu'entre vous. Parce que dans vos développements, vous parlez entre vous et la population qui écoute dans l'arrière-pays ne comprend finalement rien. La décentralisation, avant d'arriver à ce que vous appelez la fédération, si jamais c'est opportun, il y a les chefs supérieurs du Sud-Ouest qui se sont réunis lorsque la crise a pris de l'ampleur, qui se sont réunis pour écrire au chef de l'État et inviter le chef de l'État à accélérer la décentralisation. Elle est contenue dans la Constitution de 1996. Est-ce que nous avons mis cela en pratique? Trop de séminaires ont été tenus. De séminaire en séminaire, séminaire d'imprégnation, de renforcement des capacités. Toujours les mêmes, les fonctionnaires Yaoundé. Qu'est-ce que ça a donné? Les gens attendent cette mise en pratique de la décentralisation. Déjà par rapport à ce qui existe, on a une juridiction capable de nous permettre d'interroger la Constitution, de questionner, de remettre en cause certains aspects. C'est la Cour constitutionnelle. Voilà. La Cour constitutionnelle n'existe pas. Deuxième chose, regardez l'Est que je considère comme la région la plus abandonnée ici au Cameroun. Le bois qu'on exporte, on va à Yaoundé, on paye les licences chez le ministre des Forêts et ses collaborateurs. Les gens de l'Est, on leur donne des broutilles, on donne à qui? À un monsieur qui a été placé là par un ponte du régime à Yaoundé. Non élu. Non élu. Qui ira donner les dividendes à Yaoundé et les routes sont dans un état piteux. Alors, les enfants, s'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas pris la parole depuis. Donc pour rester terre à terre, puisque vous avez dit qu'on s'adresse terre à terre, on explique donc aux populations que cette décentralisation va leur permettre. J'en arrive. Okay. Ne le définissez pas à ma place. La définition de la décentralisation, c'est ce que nous sommes en train de vivre à Kribi premier, où le maire a arrêté, a saisi les véhicules, les engins de la société qui fait l'axe Yaoundé-Kribi, en disant vous devez me payer les taxes. Regardez les gens de Pendjalou. Si ces gens avaient installé un péage géré par la commune, au même taux, s'ils géraient rien que ce péage, 500 francs par jour, par véhicule, le même péage donnant à Pendjalou, mais ils auraient arrangé leur axe. C'est permettre aux régions de tirer des ressources naturelles que Dieu leur a données, de quoi pouvoir se développer, de faire les infrastructures. Trouvez-vous qu'il soit normal que le Sonara soit à Limbé et que c'est Yaoundé qui aspire tout pour aller s'amuser dans des folklores et autres, alors que les populations n'ont pas d'école, les enfants sont au chômage. La civilisation vient à Idenao. Et je vous rappelle qu'à Idenao, il y avait un chemin de fer qui allait jusqu'à Idenao.
Regardez, il y avait un pont qui aurait pu servir. Tout est laissé dans un état de délabrement. C'est ça la décentralisation. Vous avez un marché à Douala 2e, que la mairie de Douala 2e prenne les ressources pour se développer. Alors, puisque vous avez la parole, vous la gardez, maître, de votre point de vue, qu'est-ce qui doit être fait de façon concrète pour accélérer cette décentralisation? Vous savez qu'à Yaoundé, le discours qu'on tient effectivement, c'est que on y va. On n'y va peut-être pas rapidement, à quel rythme? mais on y va à un rythme qui va lentement, va sûrement. C'est ce qu'on a dit. Et la deuxième chose, beaucoup ont parlé de la nécessité qu'il y avait à mettre en place finalement les conseils régionaux. Est-ce que de votre point de vue, ces mécanismes-là peuvent permettre d'accélérer cette décentralisation et d'obtenir les résultats que vous appelez de tous vos voeux? Et écoutez, monsieur Fangwa, ce qui m'amuse un peu, c'est que nous autres les Bantous, nous nous croyons parfois très rusés. Mais nous ne nous rendons pas compte que dans notre ruse, nous construisons et nous creusons notre propre piège ou nous creusons notre trou dans lequel nous tomberons. L'approche de certains hommes politiques, l'approche de certains hommes politiques, c'est quoi? Pourquoi vous voulez poser ces problèmes-là quand mon heure est venue de manger? C'est aussi simple. Les autres ont mangé pendant des années. Au moment où je veux manger, vous parlez de m'enlever ce qui fera ma force. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème, monsieur Fangwa. C'est-à-dire qu'un comportement nombriliste, on ne se rend même pas compte que c'est dans ce même pays que vivront nos enfants. Alors, donc, on lit entre les lignes, ça veut dire qu'une fois de plus, vous interpellez le chef. Alors, le professeur... Cela veut dire, monsieur Fangwa, qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de 10 heures pour mettre en pratique ce qui a déjà été prévu. Appliquons ce qui est déjà dans la constitution camerounaise de 1996 et qui est toujours en vigueur. Commençons au moins par cette étape. Et après, vous verrez si le peuple aura, nos frères de l'autre côté du Mungo, s'ils auront encore... J'avais très bien compris, maître. Oui, moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Bon, appeler décentralisation, appeler fédération. Ce que les gens veulent, une vraie dévolution de pouvoir. De telle sorte que le pouvoir rende compte à la base. Une vraie liberté de choix, qui puissent choisir leur responsable. Et ensuite, qu'ils puissent avoir un budget qui leur appartient. Ça, c'est mettez ça dans n'importe quel... Ça, c'est la première chose. Donc, ça, vous pouvez trouver une solution, mécanisme juridique, et ça n'a pas besoin de 10 ans pour ça. Il suffit d'une vraie volonté politique à un moment donné et que ça marche. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un problème linguistique, un problème culturel au Cameroun, qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Et je pense que le problème culturel, le problème anglophone, à mon avis, j'en ai fait discuter avec celui qui a écrit Douane Koumoukuri, qui avait été l'un des tout premiers diplomates, l'un des premiers ambassadeurs du Cameroun au Canada. Et il racontait qu'on avait miroité à Foncha en 61 les amples canadiens. On disait que ce seront comme le Québec, c'est-à-dire qu'avec... Donc je pense qu'il y a un problème linguistique, c'est-à-dire culturel. Et je pense que ça peut passer par la création d'une haute autorité du bilinguisme, je ne sais pas comment, qui assure que les décrets sont, si les décrets sont pas en deux langues comme dit la Constitution, que ça ne passe pas, que le système, puisque la loi dit que le système scolaire est anglais et machin, que cela soit respecté. Donc sur le plan juridique, il y a une autorité qui respecte, ce qui fait qu'on sent que les deux langues ou les deux cultures vivent ensemble. Donc il y a deux problèmes. Ces deux problèmes-là font porter. Et souvent, donc, les gens peuvent... Il ne faut pas voir ce que les gens disent, il faut voir derrière ce que les gens disent. Et moi, je pense que ce n'est qu'à partir de cette approche-là, une approche de la dévolution de pouvoir, une approche du respect des identités culturelles, qu'on peut s'en sortir. Et donc, finalement, Dr. Essomba, au finish, une réelle décentralisation pour la mobilisation des ressources en vue de répondre aux préoccupations des populations de façon directe, ça va résoudre le problème peut-être de développement ou bien de satisfaction des besoins directs des populations. Mais il y a d'autres questions qui vont rester peut-être en surface et c'est peut-être la raison pour laquelle le professeur Chinchoua indique que cette autorité, par exemple, du bilinguisme, pourrait permettre de résoudre le problème de la langue. Parce qu'effectivement, ce problème-là se pose et est inscrit en gras dans les revendications qui sont formulées par les populations des régions anglophones, notamment dans les concours administratifs et pas mal d'autres choses. Vous savez, la décentralisation incarne aussi la diversité culturelle. Il ne faut pas l'ignorer. Mais je voudrais qu'on revienne à fond sur le concept en lui-même. C'est-à-dire que quand on parle de la décentralisation, il s'agit d'un transfert
des compétences et des ressources qui sont à la fois financières et humaines. Oui. Parce que les gens n'ont jamais perçu cette dimension des ressources à la fois financières et humaines. Pour rejoindre le professeur pour dire qu'en fait, il faut également de l'argent. Dans la décentralisation, c'est quoi? C'est ce transfert des compétences et des ressources à la fois financières et... docteur, je pense qu'il y a quand même une petite nuance. La notion de transfert là peut aussi prêter à équivoque. On a l'impression que c'était d'abord la propriété d'un groupe central et qu'ils affectent aux autres. Il suffit simplement de revenir. Il s'agit de revenir à la loi naturelle. On dit du Cameroun qu'il était l'Afrique en miniature, qu'il est l'un des pays du monde les plus riches, parce que nous avons toutes des richesses dans tout le Cameroun, qu'on accorde à chaque région de pouvoir tirer des ressources que Dieu leur a données, les moyens nécessaires pour régler les problèmes locaux. Même en France, vous avez, bien que la France soit un État unitaire, c'est un État décentralisé. C'est la mairie qui gère les écoles, qui gère les hôpitaux, qui gère le salaire des enseignants. C'est ça, la municipalité. Voilà la notion qu'il nous faut intégrer. Voilà. Les gens ne veulent pas payer. En réalité, quand il dit décentralisation, c'est parce qu'au départ, il y a un système qui est la centralisation. En fait, la décentralisation est un système... C'est eux qui emploient trop le mot à Yaoundé de transfert. Comme si c'est une forme de monde qu'on accorderait aux collectivités. Non, justement, quand je l'évoquais, c'est pour dire que, en fait, la décentralisation est un mode... que c'est un mode d'aménagement en fait de la centralisation. Et quand je le définissais, c'était pour aboutir à quoi, hein, professeur, pour vous dire que quand dans le sens de la décentralisation, il faut transférer les moyens et les ressources humaines entre les mains des élus locaux. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui... Ils ont les moyens humains. Ils ont les moyens, docteur. Ils vont recruter le personnel nécessaire. Parce que nous avons du personnel... Il y a le recrutement. Je vais vous raconter une histoire simple. Non, il y a le recrutement. Qu'est-ce qui s'est passé à Kumbo? Non, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé à Kumbo? Comprenez très bien. Le professeur... celui qui est mort là, professeur... celui qui a fait lettre ouverte aux étudiants africains. Qui a fait le premier bilingue. Il va... Au Canada, ils négocient de l'argent pour faire de l'eau à Kumbo. Et il y a une adduction d'eau dans toute la ville de Kumbo. Ça, c'est un pouvoir local. Ils ont fait de l'eau. C'est celui qui a traduit Lim. Lim, voilà. Oui. Le professeur Fonlon. Fonlon, voilà. Fonlon. On met de l'eau à Kumbo. Ils n'ont pris l'argent de personne. Un décret vient de Yaoundé. Après qu'on a tout mis, tu dis que maintenant, la SNEC a le monopole de tous les eaux. On met le compteur. Les gens qui ont mis leur eau maintenant doivent payer de leur eau. Mais c'est ce qui se passe au Cameroun. La conséquence, c'est que les gens vont casser. Non, si on dit ici c'est d'évolution, c'est que les décrets vont faire comme ça, c'est un problème. Le problème, les gens veulent qu'on dise à Yaoundé, qu'on dise que vous allez élire vos représentants. Ces représentants, d'une manière démocratique, ils vont rendre compte à vous. À vous. Vous allez avoir vos petites ressources pour gérer les institutions judiciaires pour pouvoir poursuivre. Voilà. Et si quelqu'un est mécontent, il y a un pouvoir ce qui vous pouvez aller. L'État même vous faire traduire l'État fédéral, l'État central au tribunal et gagner. Hein? Parce que c'est ça la tradition anglo-saxonne, qui est une tradition juridique dans le monde où personne n'est au-dessus des lois. C'est pas quelqu'un qui a la loi. Ça, qu'on appelle ça fédération ou nation, les gens veulent ça. C'est ça qui se trouve à l'aise. Et le monde entier tend vers ça. Je vous parler de la zone on recrute dans les mairies. S'ils ont besoin de comptables, ils lancent un appel, un avis de... Il y a les ressources humaines dont on parle. On a l'impression que c'est des gens qui partiront de Yaoundé. Non, ils vont recruter. Nos enfants ont beaucoup de diplômes. On a beaucoup d'enfants qui sont sans emploi et qui peuvent travailler dans les municipalités. Mais seulement ces municipalités ne peuvent pas les payer. Alors, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bien. Malheureusement, on n'est pas l'impératif du temps. J'espère que vous maintenez par rigueur. Si je vous laisse pas 30 secondes chacun pour dire un mot, sauf si vraiment ça reste 30 secondes. Docteur Issomba. Moi, je pense que la nature biculturelle et bijuridique du Cameroun ne nous impose pas aujourd'hui un fédéralisme, surtout un fédéralisme par dissociation. Moi, je penche beaucoup plus pour une décentralisation effective où les populations locales vont choisir librement leurs dirigeants et qui vont elles-mêmes, ces populations, assumer leur destin, que ce soit leur destin politique, social, démocratique, ainsi de suite. Professeur moi, je pense que
la tendance du monde, c'est que la plupart du monde sont des États fédéraux. Qu'on appelle les Anglais, qui sont, les gens veulent une vraie dévolution du pouvoir à la base. Élire leurs représentants d'une manière démocratique, avoir leur budget, à pouvoir gérer leurs propres affaires. Ça s'appelle fédération ou décentralisation, c'est ce que les gens veulent. Deuxième chose, ça ne va pas résoudre le problème anglophone. Il faut aussi des garanties pour que la culture, la langue anglaise, qui est une deuxième langue au Cameroun, soit garantie. Et je propose une autre autorité ou n'importe quoi qui garantisse qu'ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. Qu'on ne voit pas au sud-ouest écrit d'abord pont, avant bridge en bas. Qu'au sud-ouest on écrit bridge en haut et pont en bas. Comme ça on comprend que c'est là où on parle ici. Qu'on ne vient pas imposer une forme de français partout. Par exemple, qu'on ne voit pas dans les ministères, on dit ministère de l'éducation nationale, ministre of machin, qu'on commence à mettre en disant ministre avant de partir. Et c'est les petites choses comme ça qui montrent aux gens que leur langue, leur culture est prise en compte, que leur tradition est prise en compte. C'est avec ça, c'est que par ça que nous pouvons nous en sortir, pas dans la guerre, les armes. Docteur Kingum. Deux choses. La première chose, c'est que tout ce que nous avons vécu et que nous vivons dans la partie anglo-saxonne du Cameroun est pour moi un message fort et pour moi une forme de bénédiction pour tout le reste du Cameroun. Que les francophones tirent comme leçon de tout ce qui se passe dans cette partie et que quand vous n'êtes pas satisfait, apprenez à exprimer vos points de vue de manière directe et sincère et claire. Mais sans violence, parce qu'ils n'ont pas utilisé de violence. Deuxièmement, je pense que ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le Cameroun doit permettre au chef de l'État de comprendre que pendant longtemps, ceux qui sont autour de lui et qui lui ont dit des paroles mielleuses, des paroles adoucissantes l'ont trompé. Le peuple se porte très mal. Les Camerounais se portent très mal. Et il faut que le chef de l'État le comprenne. On a fait pas pour la parade de quelques cérémonies filmées avec la CRTV, avec la complicité de la CRTV, pour masquer les réalités qui sont en dessous. Le Cameroun se porte très mal et il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités pour nous sortir de cette situation. Parce que ses collaborateurs, c'est lui qui les a choisis. Et lui-même a constaté qu'ils ont failli. Ils ont failli partout. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Vous avez dit deux choses chacune, moi deux choses également pour sortir l'émission. Et là, j'aime bien cet élément qui apparaît dans les résolutions de la conférence de Fumban pour éviter une certaine confusion qui pourrait résulter du vocable indivisible. Nous admettons sa suppression pure et simple. Cependant, une clause garantissant l'intégrité de la fédération et excluant la sécession sera portée dans la Constitution. Et plus loin, pour sortir, dans le discours du président Ahidjo à la clôture de la conférence de Fumban, il dit, ainsi que je l'ai déjà j'ai eu l'occasion de le dire, la valeur d'une Constitution ne se mesure pas à la longueur de ses articles, mais à l'application raisonnable et raisonnée qui en est faite par des hommes animés d'un même esprit patriotique et du même souci de bâtir une communauté nationale au sein de laquelle les uns et les autres s'efforcent d'œuvrer pour le bien-être, la prospérité, la paix, en faisant abstraction de toute idée partisane. C'est un débat qu'il fait que commencer. On aura l'occasion de revenir sur ce plateau, sur cette question, peut-être sous d'autres angles. Merci, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre édition de 237, le débat. Je vous souhaite une excellente soirée.